Je m'appelle Kevin, 30 ans. J'ai épousé Eda il y a 3 ans parce que, apparemment, je suis sensible aux histoires de malheur et aux jolis visages. Elle jouait la carte de l'oiseau blessé quand nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée d'entreprise. Son ex, Mike, l'avait abandonnée. Avec leur fille, Ruby, quand l'enfant avait 9 ans, la laissant galérer pour joindre les deux bouts. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, tirant le diable par la queue. Et moi, j'étais l'ingénieur électricien. Avec un salaire confortable, persuadé de pouvoir tout arranger. Le syndrome du sauveur classique. Je le sais maintenant. J'ai une cicatrice qui traverse le côté gauche de mon visage à cause d'un accident dans un entrepôt quand j'avais 22 ans. Collision avec un chariot élévateur, une étagère en métal en plein visage, 70 points de suture. Ce n'est pas discret. La plupart des femmes soit fixent trop longtemps, soit font de gros efforts pour ne pas regarder du tout. Certaines sont polies, d'autres non. Rencontrer quelqu'un est devenu bien plus compliqué après cet accident. On apprend très vite qui est réellement intéressé et qui fait juste semblant d'être gentil jusqu'à ce qu'il puisse s'éclipser. Eda était différente. La première fois qu'on s'est vu, elle a jeté un œil à ma cicatrice, puis m'a regardé droit dans les yeux comme une personne normale et a continué à discuter. Elle n'a jamais rendu la situation gênante. Après des années de rendez-vous maladroits, c'était rafraîchissant. La première fois que je l'ai rencontrée, elle était près du buffet, l'air perdu. J'ai fait une blague stupide sur les petits fours et elle a ri. On a parlé pendant 1 heure de tout et de rien. Elle était charmante sans en faire trop. Après avoir fréquenté des femmes qui ne pensaient qu'à leur nombre d'abonnés, ça semblait authentique. Elle m'a parlé de Ruby lors de notre 3e rendez-vous. Directement. Mère célibataire, ex-mari instable. Elle faisait de son mieux. J'ai respecté cette honnêteté. Nos 6 premiers mois étaient géniaux. Vraiment. Elle préparait mes gamelles avant le travail. On regardait des films sur son canapé après que Ruby soit couchée. On s'envoyait des textos banals durant la journée. Rien d'extraordinaire, juste une relation saine. J'ai rencontré Ruby 1 mois plus tard, elle avait 12 ans, bientôt 13. Timide, polie. Le genre d'enfant qui dit « s'il vous plaît » et « merci » sans qu'on le lui rappelle. On s'est liés autour des jeux vidéo. Elle semblait sincèrement heureuse d'avoir un gars stable à ses côtés. On est sortis ensemble pendant 8 mois avant que je ne fasse ma demande. Avec le recul, les signaux d'alarme étaient là, mais je leur trouvais des excuses. Elle s'irritait quand je passais du temps avec mon pote Kyle du boulot. Elle faisait des remarques passives-agressives sur mes passions. Elle me faisait culpabiliser dès que je ne lâchais pas tout pour gérer la crise qu'elle avait inventée ce jour-là. Toujours quelque chose d'urgent qui nécessitait mon attention immédiate et mon portefeuille. Mais elle était aussi charmante quand elle le voulait. Elle débarquait chez moi avec le dîner après une longue journée. Elle se souvenait de petits détails sur ma vie. J'ai fait ma demande dans un restaurant dont elle parlait depuis des mois. Juste un petit box tranquille et une bague pour laquelle j'avais économisé. Elle a pleuré quand j'ai demandé. Elle a dit oui. Tout de suite. Ruby semblait ravie quand Eda lui a annoncé le lendemain. Le mariage était petit. 60 personnes dans une salle locale. J'ai tout payé parce qu'Eda n'avait aucune économie. 8 000 € au total. Sa mère a fait un discours sur le fait qu'Eda avait enfin trouvé un homme fiable. Mike n'est pas venu. Ruby était demoiselle d'honneur et semblait sincèrement heureuse. Après le mariage, j'ai remboursé les dettes de carte de crédit d'Eda. 7 200 €. Accumulés en tant que mère célibataire. Je les ai installés dans ma maison, un
3 pièces que j'avais achetées 2 ans plus tôt dans un quartier avec une bonne école. J'ai inscrit Ruby dans un établissement privé avec de meilleures structures. J'ai ouvert un compte épargne pour ses études, mettant 300 € de côté par mois. J'ai joué le beau-père à chaque réunion parents-prof. Présent. Au match de foot même si Ruby n'était pas très sportive. J'ai aidé au devoir. Je lui ai appris à conduire à ses 16 ans. J'ai fait tout ce qu'un père fait parce que personne d'autre ne le faisait. Eda a quitté son emploi de réceptionniste 6 mois après le mariage. Elle disait vouloir se consacrer à être une meilleure épouse et mère. Son travail payait 32 000 par an avec des avantages. Perdre ce revenu a fait mal, mais je me suis dit que si ça rendait le foyer plus serein, c'était tant mieux. C'est là que les choses ont commencé à changer. Elle a pris ses aises. Trop. Elle a arrêté de préparer mes gamelles. Fini les textos durant la journée. Elle passait plus de temps sur son téléphone qu'à me parler. Elle a commencé à se plaindre de la maison, voulant tout redécorer. J'ai payé pour de nouveaux meubles de salon, 4 000 €. Elle a tout choisi, fait livrer, puis s'est plainte que la couleur du canapé ne correspondait pas à ce qu'elle imaginait. Ruby est passée d'enfant correct à adolescente capricieuse quasiment du jour au lendemain. Je lui ai acheté une Honda Civic d'occasion pour ses 16 ans. Voiture fiable, faible kilométrage. Parfaite pour une jeune conductrice. Elle s'est plainte que ce n'était pas une Accord. Elle a dit que ses amis avaient de plus belles voitures. Le téléphone que je lui ai offert n'était pas le dernier modèle. Les vêtements que j'achetais n'étaient pas les bonnes marques. L'argent de poche mensuel ne suffisait pas. Elle a commencé à me parler comme si j'étais le personnel et non le type qui finançait tout son mode de vie. Eda l'encourageait. Je l'entendais au téléphone avec sa mère et sa sœur Caroline, disant que j'étais utile mais ennuyeux. Que Mike, lui, était excitant, même s'il était peu fiable. Qu'elle m'avait épousé. Pour la stabilité. Je sais que je ne suis pas excitant. Je ne fais pas de week-end spontané ni de gestes romantiques surprises. Je suis le gars qui paie les factures à temps et répare ce qui est cassé. Mais j'étais là chaque jour, je les traitais toutes deux avec respect, sans jamais leur faire sentir qu'elles me devaient quelque chose. Apparemment, ça n'avait pas beaucoup de valeur. Peut-être que j'aurais dû le voir venir. Un gars avec mon visage n'a pas exactement les femmes qui font la queue. Je le savais quand je l'ai épousée. Je pensais que la loyauté et la présence comptaient plus que le côté excitant. Il s'avère que j'étais juste le gars stable. Kyle a remarqué le changement avant que je ne me l'admette à moi-même. On déjeunait sur le chantier et il m'écoutait me plaindre du dernier drame à la maison. Mec, tu sais qu'elle te manipule. M'a-t-il dit un après-midi, 3 semaines avant Thanksgiving. Eda t'a dressé comme un chien de cirque. Ce n'est pas si pire. Tu as payé les soins dentaires de sa mère le mois dernier. Sa mère? Il avait raison. J'avais fait un chèque de 3 200 € pour couvrir la dévitalisation dentaire de la mère d'Eda parce qu'elle avait pleuré pour ça. Jamais un merci de la part de l'une ou l'autre. Et cette croisière qu'Eda veut? Celle qui coûte 5 000 balles? Elle veut juste faire un truc sympa pour nous. Frère, quand est-ce qu'elle a fait un truc sympa pour toi qui ne te coûtait pas d'argent? J'ai ri à l'époque. Je lui ai dit qu'il était cynique. J'aurais dû l'écouter. 2 semaines avant Thanksgiving, Eda a commencé à agir bizarrement. Appel secret. Où elle quittait la pièce, cachant son écran quand j'arrivais, souriant à des textos puis les supprimant rapidement. Elle a dit qu'elle préparait quelque chose de spécial pour les fêtes. J'ai imaginé une surprise ou qu'elle faisait enfin des efforts pour notre mariage. J'avais tort sur les 2 points. J'ai essayé de lui demander
Elle souriait juste en disant, tu verras. Thanksgiving. Sa voix sonnait bizarre, pourtant, pas excitée. Autre chose. La veille de Thanksgiving, Ruby m'a réclamé 200 € pour le Black Friday. Je lui ai rappelé son allocation mensuelle de 300 € et j'ai dit non. Elle a pété les plombs. Une crise totale dans la cuisine, disant que je gâchais sa vie, que toutes ses copines faisaient les magasins, mais qu'elle était coincée à la maison parce que j'étais trop radin. Puis le vrai coup bas, elle a crié que je n'étais pas son vrai père, de toute façon. Qu'elle avait hâte d'avoir 18 ans pour se barrer. Que Mike lui aurait donné l'argent sans faire d'histoire. Le grand numéro. Eda est restée sur le pas de la porte tout du long et a regardé. Sans dire un mot pour me défendre. Quand Ruby a fini par sortir en trombe, j'ai demandé à Eda si elle allait me soutenir. Elle m'a dit que Ruby était juste une adolescente et que je ne devais pas le prendre personnellement. J'ai fait remarquer que Ruby venait de dire que je n'étais pas son vrai père. Eda a haussé les épaules et a dit que c'était juste un fait. C'est là que j'aurais dû savoir ce qui arrivait. Kyle a appelé ce soir-là pour me souhaiter un joyeux Thanksgiving. J'étais assis dans mon garage à essayer de comprendre quand tout avait basculé. Il pouvait entendre le stress dans ma voix et a proposé de passer le lendemain pour ramener un peu de calme dans ce chaos. Je lui ai dit que c'était une histoire de famille et que je survivrais. Il a fait une blague sur le fait que Thanksgiving avec la famille de ma femme ressemblait à une prise d'otage. J'ai ri, mais ça sonnait faux, même à mes oreilles. L'instinct de Kyle était généralement bon. J'aurais dû accepter son offre. J'ai passé le matin de Thanksgiving à préparer la salle à manger. Eda avait insisté pour recevoir cette année, ce qui était inhabituel puisqu'elle poussait généralement pour aller chez sa mère. J'ai mis la table, rangé les chaises, fait en sorte que tout soit parfait pour ce qu'elle appelait son dîner spécial. C'est là que Mike est entré comme s'il était chez lui. Eda l'a fait entrer par le garage, tout sourire, l'accueillant chaleureusement comme de vieux amis plutôt que comme un ex-mari bon à rien qui n'avait pas vu sa fille depuis 7 ans. Il m'a salué avec ce sourire arrogant et m'a remercié de m'occuper de ses filles. Ses filles, comme s'il avait le moindre droit sur ce titre. Avant que je puisse répondre, Eda l'a dirigé vers la salle à manger. J'ai suivi, portant les plats, essayant de comprendre ce qui se passait. Sa mère et sa sœur Caroline étaient déjà assises. Caroline a croisé mon regard et a secoué la tête, comme si elle essayait de me prévenir. C'est là que j'ai remarqué où Mike se dirigeait. Droit au bout de la table, ma place. Eda, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est retournée avec ce regard innocent répété maintes fois. J'ai invité Mike à se joindre à nous. C'est important pour Ruby d'avoir son vrai père ici. Son vrai père. J'ai posé les plats. Tu veux dire le type qui n'a pas donné signe de vie depuis 7 ans? Ne fais pas de drame. Mike veut renouer avec sa fille. En s'asseyant sur ma chaise, à ma table, dans ma maison. Mike s'est installé comme s'il était à sa place. Eda m'a agrippé le bras et m'a physiquement poussé vers une chaise pliante contre le mur. Même pas. À table. Tu peux t'asseoir là. C'est un moment en famille. J'ai regardé Ruby, qui fixait son assiette. J'attendais qu'elle objecte, qu'elle dise quelque chose sur l'homme qui avait été son père ces 3 dernières années. Elle n'a même pas croisé mon regard. J'ai prononcé son nom une fois, lui ai donné une chance. Sa tête s'est redressée avec un mépris pur. Si le plan de table ne te convient pas, alors dégage. Personne ne t'oblige à rester. Sa grand-mère a applaudi. Elle a applaudi, comme si c'était un spectacle. Mike s'est renversé sur ma chaise avec un sourire narquois, me disant que c'était un dîner de famille et que je devrais comprendre.
Eda a croisé les bras et a attendu, s'attendant. Probablement à ce que je me soumette à cette chaise contre le mur ou que je fasse un scandale. Tout a été monté de toutes pièces. Une embuscade coordonnée, conçue pour me remettre à ma place et me montrer mon rang dans ce foyer, tout en bas. Caroline me surveillait attentivement maintenant. Son expression oscillait entre pitié et colère. Elle était la seule à paraître mal à l'aise. Je suis resté là peut-être 10 secondes. Eda attendait que je craque. Ruby me mettait pratiquement au défi de protester. Mike savourait chaque seconde de son triomphe. J'ai attrapé ma veste et mes clés sans dire un mot. La voix d'Eda avait une pointe de panique quand elle a demandé où j'allais. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti, monté dans mon pick-up, et je suis parti. Il voulait que je disparaisse. Message reçu, mais ils étaient sur le point de recevoir une leçon de réalité. J'ai conduit droit jusqu'à l'appartement de Kyle. Il a ouvert la porte en jogging, manifestement surpris de me voir à 16 h le jour de Thanksgiving. Je lui ai fait la version courte. L'expression de Kyle est passée de la surprise à la noirceur en 2 secondes. Dans ta propre maison, celle que tu paies? À ma table, avec toute sa famille qui regarde. Il s'est poussé. Entre. On a du boulot. Je dois leur couper l'accès à tout, tout de suite. Puis, on va faire en sorte que ça leur coûte cher. C'est pour ça que Kyle était mon meilleur ami. On s'est assis à sa table de cuisine et on a commencé à lister toute ma vie financière. Chaque compte, service, facture, abonnement. Il nous a fallu 1h15 pour compiler la liste complète. C'était édifiant de voir à quel point je les avais liés à moi. Compte joint, carte de crédit, assurance auto, portable, service de streaming, cloud, femme de ménage, abonnement salle de sport, le téléphone de Ruby et ses applis. Le service de repas livré qu'Eda avait commandé une fois, détesté, mais refusé d'annuler. 47 éléments au total. 47 façons dont elle s'était habituée à vivre. Sur mon revenu. Puis on est passé à l'action. Première étape, le compte. Juin. 34 000 € qui dormaient là, issus de mes primes, mon salaire, mon épargne. Elle n'avait contribué pour exactement 0 € à ce compte depuis qu'elle avait quitté son travail. Kyle a ouvert le site de ma banque et m'a guidé pour ouvrir un compte individuel dans une autre banque. Il m'a fait mettre son adresse pour que le courrier ne puisse pas être intercepté. 7 minutes plus tard, les 34 000 € étaient en sécurité dans un compte auquel seul moi avais accès. Kyle a continué la liste. Les cartes de crédit. J'en avais 2 à mon nom avec elle en utilisateur autorisé. L'une avec une limite de 20 000, l'autre de 20 000. Elle avait épuisé environ 8 000 € entre les deux. J'ai appelé les 2 sociétés et expliqué que je divorçais. Je devais supprimer l'utilisateur autorisé et annuler les cartes. Ils n'ont pas posé de questions. En moins de 10 minutes, les 2 étaient annulés. Les nouvelles arriveraient chez Kyle dans 5 jours ouvrés. Kyle a noté qu'elle essaierait probablement de les utiliser demain pour son shopping de Black Friday. Ça allait être un moment très intéressant à la caisse. J'imaginais déjà la scène, son chariot rempli de trucs inutiles, sortant la carte avec assurance, et voyant la tête du caissier quand elle serait refusée. Inestimable. L'assurance auto venait. Ensuite. La Camry qu'elle conduisait avait la carte grise à mon nom, l'assurance à mon nom. Elle était juste listée comme conductrice autorisée. J'ai appelé l'assurance et expliqué que je me séparais de mon épouse et devais la supprimer. Immédiatement. L'agent a traité ça sans faire d'histoire. La voiture resterait assurée à mon nom jusqu'à ce que la justice décide qui obtient quoi. Kyle a demandé pour la maison. Elle y vivait encore.
Je lui ai dit que je déposerais une demande de mesure provisoire demain. Mais d'abord, un avocat. Il a dit que sa sœur Janet était avocate spécialisée en divorce et droit de la famille, et qu'elle ne plaisantait pas. Chère, mais la meilleure. Je lui ai dit de prendre rendez-vous pour demain si elle était disponible. Il a envoyé un texto à sa sœur, a résumé la situation, et a demandé si ce qu'on avait fait était légalement solide. Le téléphone a vibré une minute plus tard. Janet répondait. Kyle a lu et m'a regardé. Elle disait que couper les accès aux comptes et cartes était intelligent. Supprimer l'autorisation de conduire était correct. Annuler les services et abonnements à mon nom étaient dans mes droits. Juste ne rien toucher qui pourrait être considéré comme bien commun ou saboté. Pas de vente. Pas de dégâts, ne pas changer les serrures tout de suite. Garder ça pour l'ordonnance du tribunal. Bon à savoir que j'étais resté du bon côté de la ligne. Portable, un forfait famille avec 3 lignes me coûtant 220 € par mois. Avec l'aval de Janet, j'ai suspendu les lignes d'Eda et Ruby avec résiliation prévue pour 6 h du matin demain. On a continué la liste. Annulé. Netflix, Disney+, HBO Max, Spotify Premium, l'abonnement de jeux de Ruby. Chaque annulation était comme briser une chaîne supplémentaire. Kyle a demandé. Pour le système de sécurité. J'avais une sonnette vidéo, des capteurs de mouvement et des serrures connectées. Toute l'installation domotique que j'avais faite l'an dernier. J'ai changé le mot de passe maître pour quelque chose qu'elle ne devinerait jamais et révoqué son accès à l'application. Elle était maintenant totalement exclue du système de sécurité. Impossible de voir qui était à la porte, de vérifier les caméras ou de déverrouiller à distance. J'ai aussi changé le mot de passe Wi-Fi. Nouveau nom de réseau, nouveau mot de passe. Ces appareils ne se connecteraient plus automatiquement. Elle se réveillerait demain sans accès Internet et sans moyen de le réparer sans appeler le fournisseur. Mon téléphone a commencé à sonner. Eda. J'ai coupé sans regarder. Annuler son abonnement à cette salle de sport chère en centre-ville. Le service de ménage, 90 € 2 fois par mois. Les box mensuelles qu'elle n'ouvrait jamais. Verrouiller les comptes de shopping en ligne. Supprimer son accès à mon Amazon Prime. Annuler l'abonnement de lavage de voiture. Absolument tout. Quand on a fini, j'avais systématiquement supprimé chaque accès financier qu'elle avait, chaque confort, chaque service, chaque petit luxe auquel elle s'était habituée ces 3 dernières années. Kyle s'est penché pour regarder la feuille de calcul. 47 éléments traités. Une économie mensuelle de 3 200 €. Je ne m'étais pas rendu compte que je dépensais autant chaque mois en service pour elle. 3002 cents par mois, presque 40 000 € par an en confort pour 2 personnes qui venaient de m'humilier à ma propre table. Mon téléphone explosait. Maintenant. Appels multiples, plusieurs numéros. J'avais mis en mode ne pas déranger, mais je voyais l'écran s'allumer constamment. Vers 19 h, j'ai retourné le téléphone pour vérifier les notifications. 35 appels manqués. Juste. Sur les 3 dernières heures depuis mon départ. La panique était réelle. Kyle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que je me sentais lucide pour la première fois depuis des mois. Il a répondu que c'était parce que je reprenais le contrôle. Mon téléphone a vibré, appel de la mère d'Eda. Refusé. Kyle m'a proposé sa chambre d'amis pour aussi longtemps que nécessaire. J'ai remercié. Il a dit qu'il voulait être aux premières loges pour ce spectacle. Eda allait perdre la tête demain en se réveillant et en réalisant que rien ne fonctionnait. J'ai souri pour la première fois de la journée et j'ai accepté. Laissez-la mariner dans le désastre qu'elle a créé.
J'ai éteint mon téléphone complètement. Et passé le reste de la soirée à aider Kyle à préparer sa dinde pour son propre dîner. Vers 23 heures, je l'ai rallumé pour vérifier les dégâts. 83 appels manqués, 97. Texto, 6 messages vocaux. Je l'ai éteint sans en lire un seul. Demain, je rencontrerai Janet. Demain, j'entamerai la procédure légale. Demain, je commencerai la fin officielle de ce mariage. La sœur de Kyle, Janet, nous a reçus vendredi matin à son cabinet en centre-ville. Elle était incisive, la quarantaine. Kyle l'avait briefée. Elle m'a demandé de confirmer les détails. Épouse invitant son ex à Thanksgiving, m'humiliant chez moi. Belle-fille me disant de partir. J'ai confirmé. Elle a demandé si j'avais verrouillé les finances. J'ai répondu chaque compte, chaque service. Elle a souri en disant que ça lui facilitait le travail. On a passé l'heure suivante sur les détails. La maison m'appartenait en propre, achetée avant notre rencontre. Acte 2. Propriété à mon nom seul. Prêt remboursé l'an dernier. Les 2 voitures à mon nom. J'étais le seul revenu. Eda avait quitté son emploi volontairement. Janet a expliqué qu'il y aurait des discussions sur les biens communs vu le mariage. Mais avec la maison m'appartenant avant et moi étant le seul revenu, on pouvait travailler là-dessus. J'ai demandé pour Ruby. Janet a demandé si je l'avais légalement adoptée. J'ai dit non. Eda repoussait toujours. Janet a dit que ça signifiait que je n'avais aucune obligation légale envers elle. Légalement? J'étais clair. Kyle a ajouté que le père biologique était apparu hier pour la première fois en 7 ans. Janet a dit qu'il semblait que ce soit lui qui doive s'occuper de son enfant. Elle a esquissé le plan. Elle enverrait une mise en demeure à Mike l'informant que je ne subvenais plus aux besoins de son enfant et qu'il devait prendre le relais. Elle rédigerait aussi les papiers du divorce. Pour une séparation nette. Je garderais tout ce qui était à mon nom. Eda n'aurait rien. Pas de pension compensatoire vu que le mariage durait moins de 5 ans et qu'elle avait quitté son emploi volontairement. J'ai demandé la rapidité. Elle a dit que si Eda ne se battait pas, 3 mois. Si elle se battait, 6 à 8 mois. Mais selon ce que je lui avais dit, Eda n'avait pas les ressources pour lutter. J'ai passé le reste du vendredi à signer de la paperasse et faire des chèques. 5 000 € d'honoraires pour Janet. Chaque centime valait le coup. Lundi matin, j'ai appelé l'école privée de Ruby. Le directeur des admissions semblait confus quand j'ai expliqué que je n'assurerais plus les frais de scolarité à l'avenir. Le semestre de printemps commençait en janvier, et je voulais qu'il sache dès maintenant que le père biologique, Mike Callahan, devait être contacté. Le directeur a mentionné que j'étais listé comme parent sur tout le dossier. J'ai clarifié que j'étais le beau-père, jamais adopté, et en plein divorce d'avec sa mère. Si Mike voulait sa fille dans leur école, il pouvait payer. Après avoir raccroché, j'ai reçu un texto de Caroline, différent. Des messages de panique d'Eda. Elle disait qu'on devait se parler et m'a demandé de l'appeler. Quand j'ai rappelé, elle semblait soulagée. Dieu merci. J'essaie de t'avoir depuis jeudi. Qu'est-ce qui se passe, Caroline? Je n'appelle pas pour défendre ce qu'Eda a fait. C'était complètement naze. Je lui ai dit de ne pas inviter Mike. Pourquoi tu appelles alors? Parce que tu dois comprendre quelque chose. Eda prépare ça depuis des semaines. Elle pensait que si elle te rendait jaloux, tu te battrais plus fort pour elle. Elle envoie des textos à Mike depuis 1 mois. Maman l'a encouragée. Elle disait que tu étais devenu trop à l'aise et qu'on devait te rappeler ta place. J'ai littéralement ri. Ma place? Je sais comment ça sonne. Je les ai entendus le planifier.
J'ai essayé de l'en dissuader. Et Ruby? Elle pleure depuis vendredi. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne pensait pas que tu partirais vraiment. Elle t'a dit de partir. Elle a 16 ans. Elle répétait ce qu'Eda lui disait de dire. Eda lui a promis que tu reviendrais en rampant vendredi soir. J'ai remercié Caroline pour l'info et j'ai transmis toute la conversation à Janet. Elle a répondu en quelques minutes que c'était de l'or et de continuer à tout documenter. Le reste de la semaine a été calme. Je suis resté chez Kyle, aller travailler, éviter tout contact avec Eda. Janet gérait l'ordonnance du tribunal. Pour l'occupation exclusive serait signifiée dans quelques semaines. Tout avançait exactement comme prévu. Mardi après-midi, Eda a débarqué à mon travail. La sécurité a appelé mon bureau pour me dire qu'une femme dans le hall exigeait de me voir. J'ai appelé Kyle pour avoir du renfort. Il était là en 5 minutes. On est descendu ensemble pour que j'aie un témoin. Elle avait l'air défaite, épuisée, maquillage coulé, cheveux attachés. Elle était assise dans le hall, agrippée à son sac. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Enfin. Pourquoi? Tu ne réponds pas à mes appels? Parce que je ne veux pas te parler. On doit discuter. Tu ne peux pas juste abandonner ta famille. Kyle s'est avancé à mes côtés. J'ai fait un geste vers le hall. La famille? La famille qui m'a poussé pour Mike. S'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. Sa voix était plus douce, implorante. Signe les papiers du divorce, Eda. Elle a changé à nouveau. L'imploration a disparu, remplacée par une colère froide. Elle a commencé à lister tout ce que j'avais coupé. Elle exigeait de savoir comment elle était censée survivre. J'ai suggéré qu'elle trouve un travail comme quand on s'est rencontrés. La sécurité approchait. Mon manager les avait appelés en voyant la confrontation. Eda les a vus arriver et sa voix monter, devenant théâtrale. Tu abandonnes une jeune fille de 16 ans. Quel genre d'homme fait ça? Le genre de celui à qui on a dit de dégager de sa propre maison. J'ai regardé l'agent. S'il vous plaît, escortez-la dehors. Ils ont dû la conduire physiquement jusqu'au parking. Elle a crié tout du long. Sur l'abandon et la cruauté. La moitié du bureau regardait par les fenêtres. Mon manager attendait quand Kyle et moi sommes remontés. Il a demandé si tout allait bien. J'ai dit que c'était une affaire privée qui ne se reproduirait plus. Après son départ, Kyle m'a dit qu'elle était en train de vriller. J'ai dit, tant mieux. Peut-être qu'elle signera les papiers sans se battre. Mercredi matin. Janet a appelé. Eda avait pris un avocat, un nommé Denny, qui avait déjà envoyé une lettre réclamant pension compensatoire, moitié de la valeur de la maison et pension alimentaire rétroactive pour Ruby. J'ai demandé s'il pouvait obtenir ça. Janet, aucune chance. La maison était à toi avant. Eda a quitté son job volontairement, et Ruby n'est pas légalement ton enfant. Denny est un charognard qui prend des dossiers perdus d'avance parce qu'il se fait payer d'avance. Il va faire traîner ça quelques mois, facturer Eda à l'heure, puis la laisser tomber quand elle ne pourra plus payer. J'ai demandé comment elle le payait maintenant. Janet supposait qu'elle avait emprunté à la famille, mais ça ne durerait pas. Cet après-midi-là, Caroline a appelé avec un autre avertissement. Eda racontait à tout le monde que j'étais violent, que je contrôlais toutes les finances et l'isolais de ses amis. Caroline a dit qu'elle rectifiait partout où elle pouvait. La plupart de la famille n'y croyait pas. Ayant vu comment Eda me traitait. J'ai appelé Janet pour la mettre au courant. Elle ne semblait pas inquiète. Elle a dit de laisser Eda faire des accusations. Car plus elle ment, pire elle a l'air, mais Janet voulait que je porte une
Caméra corporelle désormais. Toute interaction avec Eda devait être enregistrée. J'ai demandé si c'était légal. Janet a confirmé qu'on était dans un état où le consentement d'une seule partie suffisait. J'étais en sécurité. Kyle avait une caméra de ses randonnées. Il l'a apportée au travail le lendemain. Clip au col. Appuyez sur enregistrer. Simple. Il a dit que je me sentirais peut-être comme un flic, mais qu'en réalité je couvrais mes arrières. Eda montait en intensité. Il avait raison. Jeudi après-midi, Eda a débarqué à l'immeuble de Kyle. Elle a dû me suivre depuis le boulot. J'ai activé la caméra. Avant de sortir du pick-up. On doit parler. Parle à mon avocat. Je suis ta femme. On devrait pouvoir discuter comme des adultes. Les adultes ne font pas le genre d'ordure que tu as faite à Thanksgiving. Pousse-toi. Elle restait là, bloquant le passage avec ce regard désespéré. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai merdé. S'il te plaît, rentre. Signe les papiers. Je ne peux pas me permettre ça. Denny veut 15 000 pour me représenter. Ça ressemble à ton problème. Où suis-je censé trouver 15 000? Sa voix montait. Peut-être demander à Mike. Il semblait très à l'aise dans ma maison. Son visage s'est durci. Le masque est tombé. Complètement. Tu apprécies ça. Tu apprécies de me voir galérer. J'apprécie de ne pas être méprisé dans ma propre maison. Elle a tenté un dernier angle. Les larmes ont commencé à couler sur commande. Elle a ramené Ruby sur le tapis, disant qu'elle échouait à l'école et qu'elle était déprimée. Qu'elle avait besoin de stabilité. Je lui ai rappelé que Ruby avait besoin de stabilité à Thanksgiving. Ça ne l'avait pas empêché de me hurler dessus. J'ai dit à Eda que Ruby était assez grande pour comprendre les conséquences. Pas mon enfant. Pas mon problème. J'ai passé à côté d'elle pour entrer dans l'immeuble. Elle n'a pas suivi. Kyle attendait à l'intérieur et a demandé si j'avais eu tout ça. Chaque mot. Il a dit de l'envoyer à Janet. Je l'ai fait. Sa réponse est arrivée en moins d'une heure, disant que c'était exactement ce dont elle avait besoin. Les mesures provisoires ont été signifiées un vendredi matin, environ 3 semaines après mon dépôt de plainte initiale. Janet avait demandé une aide d'urgence en tant que mesure accessoire au divorce, demandant l'usage exclusif du domicile conjugal. Comme je possédais la maison avant le mariage et étais le seul nom sur l'acte, le juge a accordé 30 jours pour qu'Eda quitte les lieux. Préavis standard, même dans les divorces. Mon téléphone a explosé. Eda exigeant de savoir où ils étaient censés aller. Sa mère me traitant de monstre. Ruby disant qu'elle me détestait et espérait que j'étais content de gâcher leur vie. Mike, de manière surprenante, me disant que c'était entre Eda et moi et de laisser sa fille tranquille. J'ai seulement répondu à Mike, sa fille, son problème. Elle a un père maintenant, bye. Il n'a pas répondu. Samedi matin. Caroline a appelé avec des nouvelles. Eda s'était complètement effondrée en recevant l'ordonnance. Elle appelait tout le monde pour mendier de l'argent. Personne ne lui donnait rien car il savait tout ce qu'elle avait fait. Sa mère était la seule à la défendre, et même elle n'avait pas l'argent pour la sortir de là. Caroline a mentionné que Denny l'avait lâchée comme cliente. Envoyé une lettre disant qu'il se retirait à cause des impayés et de différences irréconciliables sur la stratégie légale. Elle était toute seule maintenant. Le type avait travaillé 2 semaines, envoyé une lettre de mise en demeure, encaissé ce qu'il pouvait, puis s'était barré. J'ai demandé pour l'ordonnance. Caroline a confirmé qu'elle tenait 15 jours restants. Si Eda n'était pas parti, le shérif ferait exécuter l'ordre et l'expulserait.
Elle m'a parlé de Ruby. Elle ne va pas bien. Elle sèche les cours et a été suspendue hier pour avoir dit à un prof de la laisser tranquille. Eda ne peut plus la contrôler. Mike pourrait agir, mais il a bloqué le numéro d'Eda et ne veut rien savoir de ce bazar. Lundi matin a apporté un nouveau développement. Les services sociaux de l'État ont appelé. Une femme nommée Bella s'est présentée, expliquant qu'elle avait reçu un rapport d'abandon d'enfant concernant Ruby Callahan. J'ai clarifié immédiatement que je n'étais pas son beau-père légal. Sa mère et moi étions en divorce. Son père biologique, Mike, avait la garde complète sur le papier. Bella a demandé si j'étais financièrement responsable. J'ai expliqué qu'il n'y avait jamais eu d'adoption. Elle a dit qu'il ferait un suivi avec les deux parents. Et a remercié pour la clarification. Mercredi a apporté la tentative de plainte à la police. 2 agents sont venus chez Kyle ce soir-là. J'ai répondu avec la caméra activée et mon téléphone enregistrant l'audio en secours. Ils ont dit avoir des questions sur un conflit domestique. J'ai dit qu'il n'y avait aucun conflit car je ne vivais avec personne. Ils ont dit que ma femme avait déposé plainte affirmant que j'avais menacé elle et ma belle-fille. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier cloud que Janet m'avait fait installer. Je leur ai dit que j'avais des preuves vidéo de chaque interaction avec mon ex-femme et leur ai demandé s'ils voulaient voir. Les agents se sont regardés. L'un a demandé s'il y avait eu une altercation physique. J'ai dit non. Je ne l'avais pas vue depuis qu'elle était venue à mon travail la semaine dernière, et je ne la laisserai pas s'approcher. Ils ont posé quelques questions, pris des notes. Et sont partis. J'ai appelé Janet immédiatement pour la fausse plainte. Elle a demandé si les flics l'avaient cru. Non. Ils ont vu clair à travers. Elle a dit, parfait. Je l'ajoute au dossier. Caroline a appelé cette nuit-là avec d'autres mises à jour. Elle était devenue ma source interne, me nourrissant d'infos. Eda essayait de vendre mes affaires. Poster mes outils sur le bon coin. Essayer de vendre mes clubs de golf. Elle était désespérée d'argent. J'ai dit à Caroline de prévenir Eda que tout dans cette maison était documenté. Si quelque chose disparaissait, c'était du vol. Caroline a dit qu'Eda ne l'écoutait plus. Pensait que Caroline la trahissait en me parlant. J'ai demandé si Caroline était OK avec ça. Elle a dit qu'elle était OK pour défendre ce qui était juste. Ce qu'Eda avait fait était mal et elle méritait ce qui arrivait. Puis Caroline a mentionné une chose, Ruby m'écrivait des lettres. Eda les trouvait et les déchirait. Caroline avait réussi à en intercepter une que Ruby avait essayé de lui faire passer. Elle m'a envoyé une photo. C'était écrit à la main sur du papier de cahier. Ruby s'excusait, disant qu'elle savait qu'elle avait tout gâché. Disait qu'elle avait perdu le meilleur père qu'elle ait jamais eu. Elle n'attendait pas de pardon, voulait juste que je sache qu'elle comprenait. Maintenant. J'ai fixé cette lettre longtemps, puis je l'ai jetée à la poubelle. La date d'expulsion ordonnée par le tribunal était un mardi. J'ai pris un jour de congé et j'ai rejoint Caroline à la maison pour superviser tout. Janet insistait pour que j'aie un témoin qui puisse témoigner de l'état de la propriété. Eda attendait sur les marches quand on est arrivé. Elle avait l'air battu. Tu fais vraiment ça? 30 jours, comme prévu. Où suis-je censé aller? Pas mon problème. Caroline est restée près de moi pendant qu'on entrait. Eda avait mis la plupart de leurs affaires dans des cartons empilés dans le salon. L'endroit était plus propre que prévu. Elle nous a suivis dans les pièces. J'ai besoin de plus de temps. S'il te plaît. Les appartements demandent tous le premier et le dernier mois de loyer. Tu as eu 30 jours. C'est plus que juste. J'ai Ruby à m'occuper.
Où est Ruby? École. Je ne voulais pas qu'elle soit là pour ça. Caroline et moi avons fait le tour complet. Aucun dégât, rien ne manquait. J'ai pris des photos de chaque pièce. Eda regardait silencieusement. Sa combativité initiale avait disparu. Quand on a fini l'inspection, elle a tenté une dernière fois. 3 ans de mariage. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Ça voulait dire quelque chose jusqu'à ce que tu le gâches. Ce n'est pas juste. Juste, c'était moi, présent. Pendant 3 ans. Juste, c'était moi, élevant ta fille. Juste, c'était moi, payant. Tout pendant que tu étais assise à la maison. Tu veux du juste? Voilà du juste. Elle pleurait maintenant. J'ai fait une erreur. Ça ne mérite pas une seconde. Chance? Tu as pris une décision calculée pour m'humilier devant ta famille. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Vis avec. Le camion de déménagement est arrivé à midi. 2 gars qu'Eda avait engagés pour déplacer ces trucs vers je ne sais quel logement temporaire. Caroline et moi avons supervisé le chargement. Eda est restée assise sur les marches tout le temps, fixant le vide. Quand le camion a été chargé, elle s'est levée et m'a tendu les clés de la maison. Elle a dit qu'elle avait signé les papiers du divorcé. Qu'ils étaient sur le comptoir. Je les ai trouvés. Elle avait tout signé. Aucun changement, aucune objection. C'était fini. Janet a déposé les documents le jour même. Le juge a approuvé le divorce non contesté en 8 semaines. 3 ans de mariage. Terminé. La maison s'est vendue en 2 semaines. J'ai pris le profit et l'ai mis dans l'apport d'un logement plus petit, plus proche du travail. Nouveau départ. Nouveau quartier, aucun souvenir. Kyle m'a aidé à emménager. 2 mois après que le divorce soit finalisé, Caroline a appelé avec une dernière mise à jour. Eda et Ruby vivaient chez sa mère maintenant. Toutes deux travaillaient. Mike avait donné signe de vie une fois, offert d'envoyer 100 € par mois. C'est tout. Caroline a dit qu'Eda était ta mère, me blâmait pour tout, mais qu'elle travaillait et payait ses factures. Ruby était dans le public maintenant. Ses notes avaient chuté. Elle faisait beaucoup de crises, mais apprenait ce qu'étaient les conséquences. Elle a demandé si j'avais des regrets. J'ai dit. Aucun regret du tout. Il voulait m'apprendre ma place. Au lieu de ça, ils m'ont appris ma valeur.